Le confinement assez strict que nous avons vécu pendant de longues semaines, de longs mois, a été pour nous une aventure à la fois étonnante et redoutable. Je vous propose une relecture de ce qui nous a été donné de vivre, un petit peu original, à travers l'analyse de la célèbre bande dessinée en 2 volumes de Hergé, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Un beau jour, Tintin, le capitaine Haddock, Tournesol, accompagné de l'ingénieur Wolf, entrent dans une fumée. Pas dans une fumée, dans une fusée. La porte se referme sur eux, avec un retentissant clac. Le sort en est jeté, s'exclame celui qui reste à terre pour piloter l'ensemble des opérations. Le sort en est jeté. Les voilà enfermés dans ce qui pourrait bien devenir leur tombeau. En entrant dans la fusée, Tintin avoue à Milou, « Entre nous, j'ai sérieusement le tract. » Les voilà confinés à 4 personnes dans un espace clos, sans compter les Dupont, qui vont faire une entrée fracassante, et également un dangereux passager clandestin. Dans cet espace limité, les personnages de Hergé entreprennent un très long voyage en direction de la Lune. Paradoxalement, ils bougent très peu. Et pourtant, ils parcourent des dizaines de milliers de kilomètres à une allure vertigineuse. De même, durant cette période de confinement strict, avons-nous en réalité entrepris un voyage beaucoup plus long que nous en sommes conscients, un voyage intérieur. Et donc, on a parcouru des milliers de kilomètres intérieurs sans s'en rendre compte toujours. Les paysages que Tintin et ses compagnons traversent sont à la fois féeriques et désertiques. « Quel spectacle hallucinant !» s'exclame Tintin quand il ouvre enfin le sas de la fusée, décidément, quand il ouvre enfin le sas de la fusée et s'apprête à faire quelques pas en dehors de cette fusée pour marcher sur la Lune. Un paysage de cauchemar, un paysage de mort effrayant, de désolation. C'est toujours Tintin qui parle. Comment ne pas penser à certaines images que les médias nous ont transmises? Comment ne pas penser à ces villes désertes, sans animation, avec des bancs où il n'y a personne dessus, personne qui peut s'asseoir. Les enfants ne peuvent pas courir pour jouer dans la rue. Ayant un air lunaire, même si le sourire d'un soleil généreux et bienfaisant nous a accompagnés presque sans discontinuité durant cette période, du moins en Europe. Et puis il y avait aussi le silence, tantôt bienfaisant, ressourçant, tantôt pesant, angoissant. Pour se promener dans cet espace désertique, Tintin et ses amis sortent de leur sorte d'appartement spatial à plusieurs étages, bien comparer la fusée à une sorte d'appartement, armés de scaphandres, c'est-à-dire de masques très résistants à l'intérieur desquels ils respirent. Hors de la fusée, chacun se meut dans sa propre bulle, relié aux autres grâce à une radio. Ainsi équipés, les personnages ne peuvent plus avoir de contact physique les uns avec les autres. Ils ne peuvent plus s'étreindre, comme Tournesol en a fait l'expérience aux dépens du capitaine Haddock. Sur la Lune, nos explorateurs évoluent en apesanteur, comme d'ailleurs à certains moments à l'intérieur même de la fusée. Une impression extraordinaire de légèreté s'empare soudain des Dupont, qui se mettent à danser sur la Lune, comme elle s'est emparée aussi du capitaine Haddock dans la fusée. Il se met à voler comme un oiseau. Il faut dire qu'il était sous l'emprise de la boisson à ce moment-là. Pourtant, cet univers léger, en apesanteur, peut à chaque instant basculer dans la catastrophe. Par 2 fois une menace de mort fait l'irruption dans le récit
sous la forme de météorites. La première fois, alors qu'ils sont tous à l'abri dans leur espace de confinement. La seconde fois, quand Tintin et le capitaine visitent la Lune avec leur combinaison masquée. Ces météorites, toute proportion gardée évidemment, me font penser à ce coronavirus qui menace de tomber sur chacun de nous à chaque moment, si on n'y prend pas garde, qui même menace d'entrer dans nos lieux de confinement. Mais le danger le plus important, dans le récit de Hergé, ne vient sans doute pas de l'extérieur de la fusée, ne vient pas du monde minéral. Il vient de l'intérieur de la fusée, c'est-à-dire des occupants eux-mêmes. Il y a tout d'abord cette sourde menace du passager clandestin, qui tente d'abandonner tout le monde sur la Lune et repartir seul avec la fusée pour la livrer aux mains d'une puissance étrangère. Agissant de façon froide, calculée, il est exclusivement guidé par la recherche de son propre intérêt et par sa soif de vengeance, de revanche sur Tintin. Puisque dans un album précédent, Tintin lui avait infligé un terrible échec. Il est plus dangereux que toutes les météorites réunies qui suivent leur trajectoire au fil du hasard et de la nécessité. Ainsi, au cœur de nos sociétés qui ont été frappées par la pandémie, ce n'est sans doute pas le Covid en tant que tel qui est la plus grande menace pour la vie humaine, mais l'utilisation de ce drame à des fins mauvaises. Je pense que c'est un des enjeux majeurs de la période que nous vivons actuellement. Ensuite, autre menace qui vient de l'intérieur de la fusée, des personnages eux-mêmes, il y a l'ingénieur Wolf, qui seconde le professeur Tournesol. Dans le fond, c'est un homme bon, c'est un homme hyper compétent. Son talon d'Achille dans la vie, c'est le jeu. Et il a contracté des dettes, et à cause de ces dettes, il s'est laissé entraîner dans une histoire épouvantable, dans une complicité, dans une duplicité, dans une trahison qui va même à la limite du meurtre. Il frôle le meurtre. C'est un homme qui est rongé en permanence par le remords. Et il finira par sacrifier sa propre vie pour sauver celle de Tintin et des siens. Il quittera discrètement la fusée pour que ses occupants aient suffisamment d'air. Il meurt en héros. Alors, il y a cette réplique du capitaine Haddock face au Dupont qui ont de nouveau donné une réflexion à côté de la plaque. Si jamais je vous entends encore une seule fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. Compris, espèce d'iconoclaste? Donc, capitaine Haddock qui a, dans un premier temps, honni l'ingénieur Wolf pour sa trahison épouvantable qui voulait le laisser sur la Lune. Là, tout d'un coup, face à ce geste héroïque, il le défend et il reconnaît, avec son air inénarrable, son tempérament de feu, il reconnaît l'héroïsme extraordinaire de Wolf. Le danger vient aussi des personnages plus ordinaires, si vous voulez, qui font peser, sans le vouloir, une réelle menace sur l'ensemble de la petite communauté fragile des personnes confinées. Les Dupont, par exemple, qui se sont immiscés dans cette aventure confinée par mégarde, alors que l'oxygène est tellement compté dans cet espace clos. Et quand je songe, 1000 sabords, s'exclame le capitaine, qu'on m'a interdit à moi de fumer, ne fût-ce qu'une pauvre petite pipe, sous prétexte d'économiser de l'oxygène, cet oxygène que vous venez respirer ici à Tire-Larigot. Donc c'est magnifique, c'est une scène magnifique où il culpabilise à mort les Dupont même de respirer. À cause de leur manque d'intelligence des situations et des personnes, les Dupont mettent tout le monde en danger. Et puis enfin, il y a aussi la menace du capitaine Haddock lui-même, qui craque à un moment donné et retombe dans son addiction à l'alcool. Lui aussi met tout le monde en danger. De même, nos fragilités et nos fêlures, en fait, qui étaient là avant le confinement, ont pu s'accentuer durant cette période et ont parfois conduit à de graves dommages humains.
À l'intérieur de cet appartement spatial, réduit, tout ce petit monde doit faire bon ménage. L'ambiance à bord est extraordinairement bien décrite et illustrée. Le lecteur que nous sommes assiste à des moments d'écrasement, surtout lorsqu'il s'agit de décoller et d'allunir, ou d'atterrir. « Mille sabords !» s'écrie le capitaine, « c'est comme si j'avais un éléphant sur le dos. » Le lecteur assiste également à des moments de pur émerveillement, de découverte, d'exploration. Cela aussi a été notre quotidien durant cette période de Covid. Ce voyage en dehors des sentiers battus offre l'occasion à chacun de voir le monde d'un autre point de vue. Alors il y a cette fameuse scène où le capitaine Haddock est en train de travailler sur la Lune, hein, et il voit la Terre et il chante, non pas au clair de la Lune, mais il chante au clair de la Terre. Donc, voilà, il change de point de vue. Bon. Il y a aussi des disputes tragicomiques qui se déclenchent à l'intérieur de ce huis clos. Cette fameuse dispute entre le capitaine et les Dupont, hein, qui se sentent terriblement insultés par le capitaine. Et alors, il y en a un qui dit « Nous avons été insultés, nous exigeons des excuses. » Pardon, « Nous avons été insultés, nous exigeons des excuses. » Et son collègue, et qui a aussi son frère, Dupont, dit très juste. Cet individu nous a excusés, nous exigeons des insultes. Oui, donc c'était cette période de disputes tragicomiques. Mais ces disputes dans la fusée n'ont jamais le dernier mot. Et ça, c'est peut-être la grandeur cachée de ce voyage. Le voyage est ponctué par plusieurs moments de réconciliation avec cet hymne du professeur Tournesol à l'humanisme, avec un grand H. Messieurs, messieurs, je vous en supplie, du calme. Les premiers hommes qui vont débarquer sur la Lune vont-ils commencer par apporter la discorde? Soyons aimables les uns avec les autres. Gardons-nous de tout mouvement de colère. Allons, messieurs, réconciliez-vous. Et cette belle envolée lyrique se termine par un mouvement de colère de Tournesol lui-même, à l'encontre des Dupont, qui lâche un terrible juron, « ça perd les popettes !» Donc vous voyez, tout est en contraste. Tout le monde est à cran, tout le monde est énervé. La tension est palpable. Des colères explosent soudain. Des personnes extraverties, comme le capitaine, se mettent en colère, on est habitué aux colères du capitaine, mais aussi des personnes plus introverties, comme le professeur Tournesol, c'est quelque chose, les colères du professeur Tournesol, et même de Tintin, à certains moments. À l'intérieur de la fusée, le lecteur est également témoin de la grande solidarité qui règne entre les différents personnages. Ainsi, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y aura probablement pas assez d'oxygène pour tout le monde, il n'est pas question d'abandonner quiconque dans l'espace, même les traîtres. Cela donne d'ailleurs réfléchir à cette fameuse problématique qui a agité certains esprits lorsqu'il a été question de ce qu'on a appelé, un mauvais titre à mon avis, le tri des patients qui pourraient ou non recevoir les soins dans un hôpital puisqu'on n'avait pas assez de lits ou de respirateurs. Voilà la question du tri. Oui. Donc, je pense qu'à sa façon, la bande dessinée de Hergé rencontre cette difficulté, traite cette tragédie. Ces deux albums, en effet, offrent un hymne à la solidarité, au travail d'équipe, à l'amitié dans l'épreuve. Ils mettent en lumière les liens de vie qui se tissent entre les personnages aux compétences et aux personnalités extrêmement diverses. Quand on y réfléchit, faire cohabiter ce petit monde avec des personnalités aussi différentes, ça tient du miracle. Un petit peu, je pense, comme dans nos familles parfois, ou dans les groupes avec lesquels on était confinés. Écrasement, émerveillement, colère, réconciliation, solidarité, culpabilité. Il y a aussi pas mal de culpabilité à l'intérieur de cette fusée. Celle de l'ingénieur Wolf, suite à sa trahison. Je suis un misérable, je suis un misérable, je suis un misérable. Dès le départ, dès qu'il s'est embarqué dans la fusée, on sent cet homme déchiré, mal. Il y a aussi celle de Dupont, de s'être trompé d'heure et donc d'avoir imposé leur présence à l'ensemble. Il y a la honte et la culpabilité du capitaine,
hein, lorsqu'il a bu. Hein, je cite, je suis un misérable, j'avais bu, c'est affreux ce que j'ai fait, je vous demande pardon. Le voyage est habité non pas par des sortes de super-héros lisses, mais par des personnages faillibles, dans lesquels nous pouvons facilement, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, nous pouvons retrouver nos propres fragilités, nos propres fêlures, nos propres failles. Comme dirait la 9e béatitude, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Tintin lui-même a ses propres failles cachées, même si elles n'apparaissent pas beaucoup. Je pense que sa faille principale, c'est son aspect lisse et parfait, si vous voulez. C'est sans doute là son talon d'Achille. Sa personnalité aussi parfaite soit-elle semble habitée par une sorte de vide, d'absence. Mais évidemment, c'est tout un débat. Et en même temps, il y a le génie hergéen qui consiste à utiliser Tintin un peu comme un aiguillage entre les différents personnages. Tintin en fait une plaque tournante qui fait qu'on peut entrer dans la bande dessinée à travers un personnage relativement neutre et alors du coup se retrouver dans les différents personnages. Notons également qu'il y a beaucoup de courage dans ce voyage, incarné évidemment par Tintin, mais pas seulement par lui, par chacun à sa façon. Notons la présence d'un travail intense. Le confinement a pu être, non pas une période pour beaucoup de chômage, c'est-à-dire de non-action, même si ça l'a été pour beaucoup, mais ça a été aussi une période de travail intense à l'aide de la technique. Voilà. Tout le travail est médiatisé par la technique. C'est intéressant à réfléchir. Nous le ferons dans une vidéo ultérieure. L'humour est évidemment omniprésent, y compris dans les moments tragiques. De ce point de vue, le capitaine est évidemment le champion toute catégorie, avec son humour très belge, débordant d'authenticité, de bon sens. Voilà, comme d'ailleurs tant de vidéos ont circulé sur le net, enfin l'ont montré et qui ont circulé sur le net. Ça nous a fait du bien, enfin, ça me fait beaucoup de bien ces vidéos. Enfin, ce qui m'a marqué personnellement le plus, c'est l'expérience d'étouffement vécue par chacun des personnages. L'oxygène se fait rare à certains moments, y compris dans les scaphandres, lorsqu'ils sont masqués. J'ai vu des personnes qui, avec leur masque, ne se sentaient pas bien. Dans le voyage du retour, cet étouffement conduit nos héros aux portes de la mort. Le lecteur participe même à une sorte de mort progressive par manque d'air, mais aussi à une sorte de résurrection grâce à l'air des respirateurs qu'on leur insuffle à leur retour sur Terre, alors qu'ils sont déjà plongés dans l'inconscience. Bref, en embarquant à bord avec les héros de Hergé, le lecteur peut y relire ce qu'il a personnellement vécu, avec des intensités différentes, au cours de son propre voyage au pays du confinement. Objectif Lune et On a marché sur la Lune lui offre comme un miroir de ce qu'il a traversé, mais même plus qu'un miroir, lui offre une sorte de vis-à-vis, de lieu de dialogue, d'élaboration intérieure de ce qu'il a vécu. Ces deux albums, en effet, nous accueillent, nous les lecteurs, dans toutes nos complexités, nos contradictions, avec nos côtés magnifiques et puis aussi nos côtés les plus sombres, des côtés qui peuvent aussi faire peur. Elle nous aide à décoder le voyage que nous avons nous-mêmes accompli, soit seul, ce qui est assez, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cela très seul, soit dans une petite équipe, dans un petit groupe. Sans doute peut-il se retrouver davantage, pouvons-nous nous retrouver davantage dans tel ou tel personnage. Mais en réalité, le lecteur se retrouve en chacun, y compris en ceux dont il se sent le plus éloigné. Le génie d'Hergé le convie à une telle découverte. Le père de Tintin, en effet, s'est employé à déposer en chacun de ces personnages une facette de l'âme et de la psychologie humaine, jusqu'à la caricature.
avec Tintin et Tournesol, mais aussi avec Haddock et les Dupont, et même avec Wolf et ce fameux passager clandestin, le criminel, le lecteur est ainsi convié à prendre conscience qu'il est, je cite une des dernières répliques de ces deux albums, qu'il est le vainqueur de la Lune, avec sa part de lumière et ses zones d'ombre. Il peut ainsi réaliser l'héroïsme au quotidien qui a été le sien. Un héroïsme, notez bien, qui n'a pas été simplement personnel, mais qui a été aussi communautaire. Vainqueur de la Lune, tous ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres. Qui pilote cette aventure? Spontanément, on imagine à ce poste celui qui emporte le titre, le capitaine, celui qui était à la barre du bateau lors de la recherche du trésor de Rackham le Rouge dans un album précédent. En réalité, le capitaine, comme d'ailleurs dans l'œuvre hergéenne, le capitaine ne dirige rien du tout. Il peine à trouver sa place dans le vaisseau spatial. À bord, il est non pas le capitaine, mais le moussaillon. Il traite tout le monde de moussaillon, mais c'est en fait lui-même le moussaillon. Il est un peu l'homme à tout faire, le garçon coiffeur, comme il dit de lui-même. Il porte des caisses, il est aussi celui qui fait le nœud du prisonnier, etc., sous l'invitation de Tintin. Donc c'est vraiment le moussaillon. Il se comporte en fait en sorte de grand adolescent, si je peux me paraître ainsi, à fleur de peau, comme en témoigne le petit mot qu'il a laissé un jour sur la table de la salle de séjour, lorsque, sous l'emprise de la boisson, il quitte la fusée pour... voilà, il en a marre, hein, voilà, il en a marre, et il écrit « J'en ai plein le dos de votre maudite fusée, je rentre à Moulinsart. Oui, » ouais, ça c'est le capitaine. Qui donc est à la barre de ce vaisseau qui navigue sur un océan d'étoiles? Eh bien, c'est le professeur Tournesol, c'est-à-dire un scientifique, en lien avec d'autres scientifiques. Sa compétence est la meilleure garantie du succès, affirme le directeur général des opérations resté sur Terre. De même en est-il pour l'aventure de la pandémie et du confinement que nous avons traversé. Dans une vidéo précédente, j'ai essayé de montrer l'importance des experts, hein, mais aussi leurs limites. C'est donc la logique scientifique qui guide cette aventure humaine, du moins elle en offre le cadre. Cette logique scientifique est totalement prédominante dans l'esprit du professeur, même à la caricature, comme on peut le voir entre autres dans ce petit épisode significatif. Alors qu'une météorite menace de pulvériser la fusée, Tournesol demeure d'un calme olympien. Heureusement, la collision redoutée n'a pas lieu. Tournesol, alors, il change complètement, il se met à transpirer, etc. Il s'éponge le visage, etc. Et puis il dit, à Tintin et Capitaine, je puis vous avouer maintenant que j'ai eu bien peur. Ah, on se dit, ouf, la logique scientifique s'humanise. Ah, ouf, voilà, c'est ça. Et alors le capitaine lui pose la question, nous aurions été vraiment réduits en miettes? Et le capitaine, et Tournesol répond, dans une logique mais abominablement scientifique, si ce n'était que ça, mais c'est beaucoup plus grave. Oui, je puis vous le dire à présent, si mes prévisions ne s'étaient pas réalisées, j'aurais dû recommencer tous mes calculs. Cette prédominance de l'univers scientifique. Bon. C'est intéressant, ça nous révèle quelque chose aussi, ça nous renvoie quelque chose aussi. Aussi de notre, pas simplement des scientifiques de métier, mais aussi comment est-ce que nous considérons ce regard scientifique. Le réel pour le professeur, c'est d'abord avant tout le rationnel des chiffres et de la science. C'est une image d'un monde, une vision du monde scientifique qu'il a avant tout. Et la mort elle-même apparaît comme insignifiante par rapport à ce réel des calculs. Si ce n'avait été que la mort, répond-il au capitaine, ce n'aurait pas été grave, mais j'aurais surtout dû refaire tous mes calculs, c'est-à-dire que j'aurais fait une erreur dans la logique scientifique. Ce pilotage, Tournesol peut le mener à bien grâce à une communication remarquable avec la Terre. La communication par les ondes ouvre une brèche dans le huis clos de la fusée et aussi de l'exploration lunaire.
Les ondes et les fibres optiques ont également été déterminantes pour la traversée de cette période de pandémie. C'est intéressant d'ailleurs, mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais se dire, tiens, c'est étonnant, c'est sans doute la seule aventure dans toute l'œuvre hergéenne où le tournesol n'est justement pas dans la Lune, mais il est très capable de réagir et il entend bien, grâce d'ailleurs à un petit appareil auditif. Voilà, donc tout d'un coup, il peut affronter la réalité immédiate grâce à... Voilà, pourquoi? Je vous invite d'ailleurs, si vous avez le temps, à lire ces livres passionnants de Serge Tisseron sur Tintin chez le psychanalyste et Tintin et les secrets de famille. C'est vraiment, on y apprend, on ne relit plus Tintin de la même façon après avoir fréquenté ses ouvrages. Au terme de leur voyage, nos héros se retrouvent enfin sur Terre. Mais ils sont littéralement à bout de souffle, au point d'être tous évanouis. Le confinement prend fin, mais chaque rescapé doit être réanimé, comme je disais tout à l'heure, à l'aide de respirateurs. De même, me semble-t-il que la période que nous venons de vivre a laissé des traces chez plus d'un, je pense chez tout le monde. Et qu'en fait, après, nous sommes en fait dans une forme, qu'on n'en soit conscient ou pas, quand même de convalescence collective. Plus ou moins brève, plus ou moins longue, ça dépend pour chacun, mais enfin voilà, qui est nécessaire. Tryphon, dans mes bras, vieille branche, s'exclame le capitaine qui étreint son ami. La victoire est célébrée joyeusement autour d'une bouteille de whisky, sans scaphandre, en respirant ensemble à plein poumon l'air qui règne, enfin l'air sous le ciel bleu. Le monde est redonné à nos héros enfin déconfinés. De toute cette histoire, je vous le dis, moi, il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir. On est vraiment bien, dit le capitaine, que sur cette bonne vieille terre. Et se met à buter sur une civière et se retrouve le nez dans la poussière. Je vous remercie.